Salut, j'espère que tu vas bien. T'as sûrement déjà entendu parler de bourse, de marché, mais t'as toujours cru que c'était réservé aux mécans costards qui buvaient du café trop cher, c'est. Rassure-toi, moi aussi je pensais comme ça avant. Par avant j'entends genre il y a 2 ans, mais c'est normal, hein. Personne ne veut que tu vois clair. Pourtant aujourd'hui, avec très peu de connaissances, j'arrive à gérer mon portefeuille boursier plutôt bien. Et je suis pas spécial, tu peux faire pareil. Donc aujourd'hui, laisse-moi t'expliquer le fonctionnement du marché boursier. Bon, on va commencer par la base. Partie 1, c'est quoi la bourse? Ok, le but, c'est pas de t'embrouiller, donc on va faire simple. La bourse, c'est un marché, sauf qu'au lieu d'acheter des pommes et des oranges, bah t'achètes des titres financiers. Tu peux acheter des actions, des obligations et même des ETF. Pour ça, il te faut un support. Dans une précédente vidéo, on a déjà parlé du PEA et du CTO, mais il en existe d'autres, par exemple l'assurance vie. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, ce marché sert à financer les entreprises, et également à faire circuler l'épargne. Quand tu achètes une action, tu deviens à hauteur de ta contribution en partie propriétaire de cette dernière. On entend souvent parler des actionnaires majoritaires de telle ou telle boîte. Cela correspond à des gens qui possèdent suffisamment de parts dans une entreprise pour avoir un droit de regard, voire même un droit de décision sur cette dernière. Une obligation en revanche c'est différent. En fait, ça va être un titre de dette émis par une entreprise ou un État. Concrètement, tu vas prêter ton argent et en échange, là où certaines actions te versent un dividende, là tu vas percevoir ce qu'on appelle un coupon avec un certain taux d'intérêt. Le fonctionnement, c'est pas exactement le même, mais pour la première vidéo, on va faire simple. J'ai conscience que tout ça, c'est pas très clair, donc je t'ai préparé un petit tableau, c'est le premier lien que tu trouveras dans la description. Dedans, je te récapitule tous les actifs que tu peux acheter sur le marché boursier ainsi que leur éligibilité en fonction des différents supports qui s'offrent à toi. Juste de rien en fait. Allez, abonne-toi, on enchaîne. Partie 2. Pourquoi investir sur le marché boursier? Bon, on a déjà vu que le livret A, ça rapportait que 3 petits pourcents par an. C'est très peu, et même si c'est une excellente enveloppe pour épargner, ça n'est pas du tout la bonne manière pour faire croître ton patrimoine. Le marché boursier, lui, en revanche, il peut réellement générer de la performance. Historiquement, on parle de 8 à 10% par an, et là on discute. Certes, les performances passées ne présagent pas des performances futures, là-dessus je suis d'accord avec toi, mais ça te donne quand même une petite idée. Et 8 à 10%, c'est une moyenne, hein. Il y a des années, ça ressemble à ça. Et ça, c'est juste la performance de fonds indexés. Tu sais pas ce que c'est? Je ferai une vidéo. En attendant, va voir le tableau, c'est le premier lien dans la description. Mais même cette performance, elle peut être battue en choisissant scrupuleusement les titres que tu mets dans ton portefeuille. Par exemple, j'ai constitué ce portefeuille pour mon meilleur ami en 2 ans, il a cru de quasiment 90%. Et je te vois venir, oui mais Pierre, c'est risqué ce que tu me proposes là. Et c'est vrai. Investir comporte des risques. Et là, on n'a aucune garantie, contrairement au livret A. À la bourse, on va retrouver un principe bien connu des investisseurs. C'est-à-dire que le rendement est proportionnel au risque encouru. Bien sûr, il existe de multiples manières de diluer et de maîtriser son risque. Et t'inquiète pas, je prendrai bien soin de couvrir tous ces sujets sur la chaîne. En attendant, à défaut d'avoir de quoi étayer mes propos, je te montre cette image. Qu'est-ce que c'est? C'est la performance globale du marché américain, année par année. La data remonte jusqu'à 1984. Alors oui, la bourse, c'est plus risqué que le livret A, je suis d'accord. Mais si tu veux, c'est un petit peu comme la 5G qu'on a classée comme cancérigène au même titre que les pépins de pommes. C'est-à-dire qu'on l'a mis là parce que ce serait un petit peu te mentir de dire que ça ne l'est pas du tout. La bourse, c'est pareil. Si tu fais pas l'idiot et que tu ne prends pas plus de risques que ce que tu peux supporter, tout devrait bien se passer en fait. Le mieux reste encore d'avoir une stratégie. Et tu sais quoi? Ben, c'est précisément le thème de la 3e partie. Abonne-toi si t'aimes les transitions ultra fluides. Partie 3, quelle stratégie adopter? Pareil, je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que j'ai d'autres vidéos prévues à ce sujet, mais la première règle à respecter et la plus importante, ça serait celle-ci. N'investis jamais d'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Cette phrase, elle est pas là pour dire que la bourse c'est dangereux. Elle est plutôt là pour te rappeler qu'une stratégie à long terme, bah si tu dois l'arrêter pour retirer l'argent parce qu'en fait y a rien dans ton frigo, ça marchera jamais. Le mieux, ça reste d'avoir une épargne de précaution avant d'investir. Qu'est-ce que ça veut dire? Une épargne de précaution, ça va être une somme d'argent que tu gardes sur un support très solide, par exemple un livret A, sur lequel tu vas avoir une somme d'argent suffisante pour tenir entre 6 et 9 mois en partant du principe que du jour au lendemain tu perds l'intégralité de tes sources de revenus. Maintenant, partons du principe que ça c'est fait, si t'es vraiment débutant, je vais te conseiller de faire quelque chose qu'on appelle le DCA pour Dollar Cost Averaging. Ça consiste tout simplement à investir exactement la même somme tous les mois ou toutes les semaines. Cette technique elle a plein d'avantages et je vais pas les détailler ici, mais globalement, elle est quasiment indolore, elle permet de lisser le risque et c'est une position psychologiquement plus facile à tenir que si t'avais all-in. Maintenant, pour savoir quelle somme investir en DCA, j'ai une deuxième technique pour toi. C'est gratuit, ça me fait plaisir, mais pense à t'abonner quand même. Cette technique, elle s'appelle le 50-30-20. C'est pas compliqué, à chaque début de mois, et j'insiste, à chaque début de mois, parce que sinon tu vas pas réussir à tenir tes engagements, lorsque tu reçois ton salaire, tu mets d'office 50% de côté. Ces 50% ils vont servir pour les dépenses obligatoires, le loyer, ta nourriture,
nourriture, rembourser tes crédits si t'en as, les assurances, etc., etc. Ensuite, tu mets de côté 30 autres pourcents. Ça, c'est pour te faire plaisir. Les loisirs, les sports, un ciné par-ci, un resto par-là, les soirées avec les copains, bref, tu m'as capté. Normalement, si t'es pas nul en maths, il te reste 20%, et ces 20% restants, ils partent directement dans tes investissements ou dans ton épargne de sécurité si tu ne l'as pas encore constituée. Évidemment, ces techniques, c'est une feuille de route. Adapte-la à ta situation. Genre l'année dernière, je tapais des mois à 62% de taux d'épargne, j'étais en légende. Et aujourd'hui, maintenant que mes ressources financières ont diminué, à regret, j'ai cassé mon DCA. Parce que continuer d'investir serait fini par mettre en danger mes finances. Parce qu'actuellement, malheureusement, je peux pas me permettre de faire l'impasse sur le moindre euro. Mais maintenant, ma situation commence à s'améliorer et donc je compte reprendre rapidement. Et tu sais quoi ? On va le faire ensemble et je vais partager tous mes résultats avec toi. Abonne-toi si ça t'a plu, j'arrive avec du très très lourd dans les mois qui viennent. Pense à passer sur Instagram pour voter le sujet de la vidéo du 5 avril. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.